travail. Et dans ce cadre-là, je sais que la Fondation a de nombreuses actions, une actualité assez conséquente dans ce domaine aussi. Donc, je suis ravie de pouvoir vous accueillir ce matin. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Et donc, comme Olivia l'a dit, voilà, ce webinaire sera enregistré. Un petit montage sera proposé et donc sera également ensuite transféré en replay. Donc, bienvenue à vous et merci déjà aux participants présents. Voilà. Merci Madame Aisance de nous accueillir aujourd'hui. Merci aux participants d'être mobilisés malgré le contexte un peu particulier. Donc nous sommes ici dans le cadre de la semaine de l'emploi, la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc moi je m'appelle Valentine Macias, je travaille à la Fondation pour l'audition avec ma collègue Chloé Bretagnol. Bonjour. Et nous allons vous parler de plein de choses autour de la santé auditive, sur le thème de la santé auditive. Donc voilà, les troubles auditifs, le bruit au travail. Nous allons bien sûr vous présenter notre application de repérage des troubles auditifs Aura. Et puis, nous avons prévu un petit temps d'échange à la fin de notre présentation. Là, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas éventuellement à poser vos questions dans le chat ou même, je pense, à l'oral pendant notre intervention. Et puis, on va vous poser quelques petites questions pendant cette présentation. Donc, essayez de jouer le jeu. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va pouvoir commencer et je vais tout de suite laisser la parole à Chloé qui va vous présenter la Fondation tout d'abord. Alors, très rapidement, pour remettre un peu de contexte, la Fondation pour l'audition, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique en France dédiée à l'audition. On a 3 missions concrètes. La première, c'est de soutenir la recherche dans le domaine de l'audition. Donc, on fait cela à travers la remise de prix à des scientifiques français et internationaux, à travers de nombreux appels à projets et aussi en participant au développement des carrières de jeunes ORL, orthophonistes, audioprothésistes. Une autre mission de la Fondation pour l'audition, pour laquelle avec Valentine, on agit tout particulièrement, c'est l'amélioration du quotidien des personnes sourdes ou malentendantes. Donc, on ne reviendra pas trop là-dessus aujourd'hui, mais en gros, on développe de nombreux projets et programmes qui permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de mieux s'inclure dans la société et le quotidien. Et puis, la dernière grande mission de la Fondation pour l'audition, c'est de sensibiliser le grand public à la protection de son capital auditif. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là aujourd'hui que l'on intervient auprès de vous. On est là pour vous apporter des clés de compréhension et des astuces pour bien protéger son audition. On commence tout de suite avec la diffusion d'une petite vidéo très ludique qui va vous permettre un petit peu de voir tous les bruits auxquels on est confronté au quotidien, tout au long de notre journée, et puis les différentes façons de s'en protéger. On va revenir plus en détail sur cette vidéo juste après.
Alors, cette petite vidéo ludique, elle permet plusieurs choses. Elle permet déjà de nous montrer un petit peu les différents bruits du côté... Oh, Valentine, j'ai plus la slide. Ah oui, c'est bon. Elle permet de nous montrer un petit peu les différents bruits du quotidien auxquels on est exposé et qui peuvent nous mettre en danger. Et puis, elle met aussi en avant le fait que parfois, nos réflexes pour nous en protéger ne sont pas les bons. En effet, il y a plusieurs moments pendant la vidéo où on voit que la petite poupée, au lieu simplement de faire en sorte de se protéger du bruit environnant qu'elle a autour, elle va venir étouffer ce bruit incommodant par un son encore plus élevé, et ce qui va donc lui faire prendre un risque supplémentaire. Donc, petit conseil, bon réflexe pour étouffer un bruit dangereux. Plutôt que de le couvrir par un autre bruit et donc augmenter le niveau sonore auquel on est élevé, un premier conseil, c'est de mettre des bouchons d'oreille, des bouchons en mousse. Il y a toute une gamme de bouchons disponibles aujourd'hui, plus ou moins sophistiqués, en fonction voilà, de nos habitudes, mais normalement, à l'entrée de chaque lieu culturel, que ce soit concert, événement sportif, théâtre, on doit être en mesure de vous proposer des paires de bouchons en mousse. Donc à utiliser lorsque l'on sait qu'on va être confronté à des bruits importants, par exemple lors de rassemblements, d'événements sportifs, de concerts. Je connais même des personnes parfois qui en mettent lorsqu'elles vont au cinéma. Et puis, dans une autre mesure, on peut aussi mettre un casque de protection anti-bruit. Et donc là, on est sur un dispositif un peu plus important et qui va peut-être être plutôt mis en place lorsque l'on est confronté à des travaux, à des chantiers. Parfois aussi, lorsque l'on tombe sa pelouse, ça peut être des bruits très importants. Et donc, nous, ce qu'on recommande à la Fondation pour l'audition, c'est de mettre au maximum son casque à 50% du volume de ses capacités. Lorsque l'on écoute de la musique, on a tendance à mettre le son un peu fort. Et nous, vraiment, le curseur qu'on recommande, c'est de ne pas dépasser les 50% de capacité de son outil, de son smartphone. Un autre conseil aussi qu'on peut vous donner pour cette écoute de la musique, c'est de privilégier le casque à réduction de bruit, plutôt que les oreillettes intra-oculaires. En effet, les oreillettes, on va les enfoncer plus profondément dans le conduit auditif, et donc du coup, on va venir diffuser le son plus proche de son oreille interne. Donc, en cela, ça peut être dangereux. Et alors maintenant, je sais qu'avec les AirPods, cette nouvelle technologie de réduction du bruit extérieur est disponible, mais généralement, un casque, ça va nous permettre d'autant plus de se protéger du bruit extérieur. Ça va englober mieux l'oreille et donc nous protéger des bruits autour de nous. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on va pousser le volume sonore à un niveau beaucoup moins élevé que ce qu'on pourrait faire avec des écouteurs. Et donc, je vais laisser la parole à Valentine, qui va vous expliquer les différents troubles auditifs que l'on peut rencontrer tout au long de sa vie. Merci Chloé. Alors du coup, nous, on passe aux troubles auditifs et je vous pose tout de suite une petite question. Quand on parle de troubles auditifs, selon vous, on parle de quoi? Donc, est-ce que vous pourriez me citer des troubles auditifs, comme ça, spontanément, soit dans le chat, soit à l'oral? N'hésitez pas à me faire un petit retour. Les acouphènes, la sensation d'acouphène, tout ça. Ouais, tout à fait. Très bonne réponse. Est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? L'INSEE, on n'a pas les noms de famille, mais l'INSEE, par exemple? Non? On est en petit comité, n'hésitez pas, ou Madame Anicette. Bon. Écoutez, je vous propose de regarder un petit peu ces troubles auditifs en détail ensemble, mais effectivement, les acouphènes, c'est le premier dont je voulais parler. Alors, attendez, il y a quelque chose... Ah non, pardon, je regardais dans le chat. Je n'avais pas le chat. Moi aussi. Alors, donc les acouphènes.
Alors, les acouphènes. Donc, pour vous décrire un petit peu rapidement chaque trouble auditif, les acouphènes, en fait, c'est une sensation auditive qui ne va pas être extérieure à l'organisme et donc qui n'est pas entendue par l'entourage. Ce son perçu, ça peut être un bourdonnement, un tintillement, un sifflement. C'est vraiment varié en fonction des individus. Et ça peut être ressenti dans le crâne, ça peut être ressenti dans une oreille ou les deux. C'est vraiment propre à chacun. Les acouphènes, le problème majeur qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de traitement curatif. On a des solutions pour les apaiser, apprendre à les contrôler, à vivre avec, donc notamment par des médecines alternatives, des techniques de médecine alternative comme la sophrologie, des techniques de respiration, mais il n'y a pas vraiment de traitement. Et ces acouphènes, ils ont plein de causes différentes qui peuvent être notamment le stress, la fatigue, ils peuvent être amplifiés à ces moments-là, même si aussi il y a toute une part d'incertitude quant à leur origine. L'hypoacousie, alors ça c'est le mot un peu scientifique pour ce qu'on connaît bien, c'est en fait la diminution des facultés auditives qui touche plus de 10% des Français. Cette surdité, donc cette baisse de l'audition, elle intervient généralement avec l'âge, mais elle peut aussi survenir plutôt chez les enfants et chez les jeunes adultes également. L'hyperacousie, donc là, ça va être presque l'inverse. C'est quand une personne va avoir une ouïe très développée et elle va être gênée, décalée dans un espace bruyant avec des bruits forts. Un centre commercial, voilà, dans la foule, dans le métro. Ces bruits du quotidien vont devenir dérangeants pour la personne. Ils vont être perçus de manière trop intense. La malentendance liée à l'âge, c'est celle qu'on connaît un petit peu en général. Le nom de la maladie, enfin du trouble plutôt, c'est la presbyacousie. Ça, c'est vraiment lié à l'âge, à l'avancée en âge, comme d'autres troubles. Et puis après, on a différentes origines qui peuvent être qui peuvent causer une malentendance ou une surdité. Par exemple, la malentendance liée à un traumatisme sonore, donc qui va entraîner des lésions des structures de l'oreille. On a également une malentendance qui peut être engendrée par la prise de médicaments. Donc, on parle de médicaments ototoxiques qui vont léser les structures de l'oreille également. Et puis, l'apparition des troubles liés à une mauvaise hygiène de vie. Donc là, ça va être une écoute trop prolongée ou des sons trop forts, en fait, une agression de l'oreille par le volume sonore et le bruit, qui peuvent également abîmer des structures de l'oreille. Et puis, on a bien sûr une part des surdités des malentendances qui est liée à la génétique. Donc, on a des personnes qui naissent avec une surdité ou une malentendance. Et là, c'est de l'ordre de la génétique. Alors, deuxième petite question pour vous. Maintenant, quand on parle de troubles auditifs, on parle de qui ? Avec des petites questions un peu spécifiques. Selon vous, quel pourcentage de la population est concerné par les troubles auditifs ? Alors, France, monde, ce qui vous vient. Et puis l'âge moyen d'apparition des troubles auditifs. Et si vous avez bien écouté, j'ai donné un petit indice tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Olivia, vous avez une idée ? Désolée, j'étais en train de vérifier dans le chat. Pourcentage de la population concernée, non. Je disais peut-être 30%, mais je pense que ça doit être peut-être plus parce que le phénomène d'acouphène ou c'est l'hyperacousie, je ne me rappelle plus exactement du terme. Je pense que ça doit toucher plus de personnes qu'on ne pense, parce que c'est un peu comme un handicap invisible. Donc, donc peut-être que c'est plus, je ne sais pas. Après, l'âge moyen d'apparition des troubles auditifs, tout dépend si c'est génétique ou pas. Donc, mais peut-être dans le chat, quelqu'un a une autre idée. On va regarder tout de suite. L'INSEE ou Peter, Madame Anissette, peut-être.
n'hésitez pas en tout cas à intervenir. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas Mauvaise de... réponse. On discute. Voilà, tout simplement. Et puis, à la fin de ce webinaire, vous saurez le chiffre dans tous les cas. Bon, bah, alors, je vais Donc, peut-être... pour moi, continuer du coup. Donc, voilà, savoir si c'est bien le bon pourcentage ou pas. Je vais continuer. Alors, Olivia, merci d'avoir participé. Alors, vous êtes un petit peu en surestimation, mais c'est bien parce que Ok. du coup, vous avez compté toute cette part dont on n'est pas forcément au courant. Et donc, vous avez vu large. Donc, bon, Oui. c'est quand même mieux. On n'a pas tant de personnes que ça. Alors, au niveau de la population Ok. mondiale, c'est environ 5%. Ah oui, d'accord. Voilà, donc pour la surdité. Et puis, si on regarde plus spécifiquement à l'échelle de la France, on a 6 millions de Français qui sont concernés par un déficit auditif moyen ou profond. Et ce que ça donne en pourcentage, c'est 1 personne sur 10. Voilà, ça, c'est de l'ordre de 10%. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a 1/3 des Français qui sont concernés par ces troubles de l'audition qui ont moins de 55 ans. Donc, cette idée un peu reçue de la surdité qui est liée à l'âge, c'est une idée reçue. Ça en fait partie, mais ce n'est pas totalement vrai. Et quand on regarde un petit peu plus au niveau de la population jeune, on a la moitié des 15-24 ans qui ont déjà ressenti des acouphènes. Donc, quand je vous parle d'un problème auditif, d'un trouble auditif, ça englobe également ce dont on a parlé précédemment, donc comme les acouphènes qui constituent un trouble auditif. Ces jeunes de 15 à 24 ans, ils sont plus de 1 milliard à être exposés à des niveaux sonores trop élevés en France. Et donc, ces acouphènes sont davantage le résultat d'un traumatisme sonore lié, par exemple, à des pratiques, à une conduite dangereuse face au bruit, à une exposition dangereuse, plutôt qu'un problème de santé lié à l'âge. Je voulais également vous dire qu'à titre indicatif, on a 1 enfant sur 1000 qui naît avec une surdité en France, en moyenne. Donc, ça concerne plutôt la malentendance ou la surdité génétique. Alors, j'ai une petite question. Oui, dites-moi. Juste, du coup, concernant les acouphènes, Oui. une fois qu'on en a ressenti, est-ce que c'est réversible ou pas? Puisque c'est... Alors, oui et non. En fait, on peut en ressentir à certains moments de sa vie et ne plus en ressentir après. Il y a Ok. aussi des personnes qui ont des acouphènes dans des moments bien identifiés de leur vie, avec un facteur de stress, par exemple, et Ok. donc peuvent être très stressés sur une période, ressentir des acouphènes, et puis après, plus du tout. Donc, c'est assez compliqué. Les acouphènes, c'est vraiment un trouble qui est encore mal identifié. Il y a beaucoup de recherches dessus. Vraiment, les équipes de recherche, y compris nous, les chercheurs avec lesquels on est en lien, vraiment sont actifs dans ce domaine-là parce qu'il y a plein de choses à découvrir et dans le traitement et aussi pour comprendre l'origine. D'accord. Mais du Voilà. coup, si on a des acouphènes, est-ce qu'il faut consulter quand même? Par exemple, un ORL ou non, juste faire attention? Alors tout à fait, on va revenir un petit peu après sur Ouais. la consultation, quand consulter, mais dans tous les cas, les acouphènes sont considérés comme un trouble auditif et du coup, quand ils viennent gêner la personne dans son travail, dans son quotidien, dans sa vie, il ne faut pas hésiter à consulter parce qu'effectivement, il D'accord. existe quand même plein de solutions, comme je vous disais tout à l'heure, pour les améliorer, les diminuer. Et puis aussi les caractériser, être sûr que c'est bien ça dont il est question, etc. Donc, c'est très important de consulter quand on a une gêne auditive, quelle qu'elle soit. Ok. Une autre information aussi que je peux peut-être vous donner, c'est qu'il existe des associations sur tout le territoire, et notamment France Acouphènes, plein de filiales à travers la France. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Si vous ressentez des acouphènes, ça permet déjà de rencontrer les gens qui ressentent les mêmes choses que nous et qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et puis, il y a aussi un réseau qui s'appelle l'AFREPA. Je vais peut-être le mettre dans le chat. Oui. AFREPA. Et en fait, c'est un réseau de professionnels
identifiés pour leur connaissance des acouphènes. Parce qu'en effet, on se rend compte que c'est une pathologie qui est tellement mal connue et pour lequel on sait tellement peu de choses encore qu'il y a vraiment des professionnels qui se distinguent dans les sciences de l'audition pour leur connaissance et leur maîtrise des acouphènes. Et donc, la FREPA, c'est un réseau qui regroupe et identifie ces professionnels-là. Donc, ça va être des orthophonistes, des ORL, des audioprothésistes, parfois aussi même des sophrologues, etc. Donc, vraiment, pour les personnes concernées, je vous invite à se rapprocher de ce réseau. Très bien. Merci, merci pour les Merci. précisions. Du coup, on reprend un petit peu sur nos histoires de chiffres. L'OMS s'est intéressée à une projection, voir ce qui allait se passer un peu dans l'avenir. Et en 2050, ils estiment que 25% de la population mondiale sera atteinte de troubles auditifs. Donc, ça commence à être beaucoup. Ça représente 2,5 milliards de personnes. Donc, c'est vraiment une cause majeure de santé publique. Et c'est pour ça aussi qu'on mobilise de plus en plus les acteurs sur ce sujet-là, les politiques de santé, etc. Hop, je passe à la diapo suivante. Donc, un bon réflexe, justement, on en parlait, on a introduit un petit peu ça tout à l'heure. Prendre en main sa santé auditive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on perçoit une gêne auditive, quelle qu'elle soit, on a l'impression de moins entendre, on est gêné par une sensation d'oreille bouchée, un bourdonnement, tout ça, donc qui pourrait ressembler à des acouphènes. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est d'aller consulter rapidement donc soit son médecin traitant, soit se rapprocher de la médecine du travail en fonction de ce qui est possible pour vous, mais les deux sont tout à fait possibles. Et le médecin traitant ou le médecin du travail vous orientera ensuite au besoin vers un ORL qui va déjà lui-même peut-être tester votre audition et en fonction, vous rediriger vers l'ORL qui lui fera un bilan complet. Ce bilan complet avec l'ORL qui est vraiment un spécialiste de plusieurs choses, mais en grande partie de l'oreille et de l'audition, vous fera sûrement passer un audiogramme, donc pour tester votre audition un petit peu plus en détail, poser un diagnostic aussi, et puis permettre de tenir des examens complémentaires et surtout de voir la démarche à suivre, c'est-à-dire aller vers un appareillage quand il y en a besoin. On y reviendra un petit peu après avec Chloé, mais ça peut être aussi ne rien faire du tout, ça peut être aller chez l'orthophoniste, c'est vraiment très varié. Ça peut être des conseils d'hygiène de vie, mais en tout cas, nous, le message qu'on veut vous faire passer, c'est l'importance de ne pas rester avec une gêne auditive et de consulter en premier lieu son médecin pour un petit peu creuser la question. Et je laisse la parole à Chloé. Merci Valentine. Du coup, on repasse un petit peu sur une partie un peu plus prévention et sur des astuces et conseils pour justement se protéger de tous les troubles que Valentine vient de nous détailler. Donc nous, avec la Fondation pour l'audition, on a développé un spot de prévention qui s'appelle 80 décibels. Valentine, voilà, parfait. Et donc, du coup, c'est un repère qu'on doit toujours garder à l'esprit parce que c'est le seuil à partir duquel une écoute prolongée peut être dangereuse pour notre audition. Donc, on va vous passer le petit clip. 80. C'est le nombre de décibels que ton oreille risque de croiser à différents moments de la journée. Et quand elle y est trop exposée, eh bien, il y a danger. Alors écoute bien et dépasse pas les 80. Fondation pour l'audition. Alors, c'est un petit spot publicitaire qu'on a développé pour vraiment permettre aux personnes de garder ce repère-là à l'esprit, les 80 décibels, et surtout, dès que c'est atteint, de faire en sorte de s'en protéger et que l'écoute ne soit pas prolongée. 80 décibels, c'est des moments auxquels on est confronté dans la rue, avec un trafic important, des travaux qu'il peut y avoir sur la chaussée, ou bien tout simplement un chien qui aboie. C'est aussi des situations dans lesquelles on peut être exposé à la maison,
lorsqu'il y a pareil des travaux, lorsque l'on pratique un instrument de musique comme la batterie, même le piano, et puis visiblement de vieux aspirateurs très bruyants qui peuvent monter jusqu'à 80 décibels. C'est aussi des situations dans lesquelles on peut être exposé au travail, donc en fonction déjà de sa profession. Lorsque l'on est hôte de caisse, on voit bien qu'entre le son qui est diffusé en continu dans le magasin et puis le brouhaha constant du fait du passage de la clientèle, on se retrouve dans des situations où on peut être exposé à 80 décibels de façon prolongée. Lorsque l'on travaille avec des outils bruyants, des tracteurs, sur une chaîne de production, c'est aussi des situations qu'on peut rencontrer de façon prolongée. Et puis, même parfois, lorsque l'on travaille au bureau, lors de réunions plus bruyantes que d'habitude, c'est aussi un seuil que l'on peut atteindre. Et donc pour ça, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de mesurer régulièrement votre environnement sonore grâce à l'application Aura, dont on vous reparlera un peu plus en détail juste après. Mais c'est une application qui est gratuite, téléchargeable sur tous les stores et qui intègre une fonction sonomètre qui vous permet à tout moment de mesurer votre environnement sonore. Et donc 80 décibels, c'est une fréquence, un volume sonore qui peut être dangereux lorsque c'est de façon prolongée. Voilà, lorsque l'on est à 80 décibels, le temps d'1 ou 2 minutes, voire même 1 heure, c'est pas dangereux. Ce qu'il faut vraiment, c'est essayer de trouver une solution pour faire baisser cet environnement sonore autour de soi ou bien trouver une solution pour s'en écarter lorsque cela va devenir trop désagréable. C'est un repère vraiment qu'on a envie de donner aux gens, 80 dB. Et donc, le bruit au travail, Valentine, je te laisse expliquer les conséquences et les répercussions que ça peut avoir dans notre organisme et dans notre vie. Merci Chloé. Alors, un petit chiffre d'abord concernant le bruit au travail. 16% des déficiences auditives dans le monde sont attribuables aux expositions sonores en milieu professionnel. Donc voilà, c'est quand même un pourcentage assez élevé. Si on rentre dans le bruit au travail et ses conséquences, je vais peut-être quand même vous donner quelques d'autres repères chiffrés avant. En France, un salarié sur 5 est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé. Donc, pour une journée de travail de 8 heures, en rappel, l'audition va être en danger à partir de 80 décibels. Donc, comme vous expliquait Chloé, c'est ce repère à ne pas dépasser quand c'est en continu sur une journée. Et puis, au-delà de 120 décibels, toute exposition, même de quelques secondes, est dangereuse. Chloé, il ne me semble pas que tu aies parlé de comparaison. Alors, je le fais ici. Par exemple, 120 décibels, ça correspond au décollage d'un avion quand on se trouve sur le tarmac. Je pense que tout le monde connaît ce son, ce bruit, et on sait que c'est énorme. Donc, en fait, là, pour ce type de son, ce type de volume, l'exposition peut être vraiment dangereuse, même sur très peu de temps. Alors, imaginez dans le cadre du travail, quand on travaille avec des machines, etc., on peut être exposé à ces sons-là. Hein. Donc, le maître mot, c'est que plus le niveau sonore est élevé et plus la durée d'exposition doit être courte. Enfin, plus la durée d'exposition doit être courte et mieux on doit être protégé. Les conséquences du bruit au travail, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, le son, le bruit favorise la survenue d'accidents. Pourquoi? Parce qu'il peut, par exemple, couvrir le son émis par un danger imminent ou masquer des signaux d'avertissement. Par exemple, un avertisseur de recul sur certains véhicules, les alarmes incendie. Si on a un énorme bruit qui cache ça, on n'est pas prévenu du danger. Ça peut également distraire les personnes au travail. Donc là, je parle plus particulièrement des personnes qui sont, par exemple, conducteurs de machines ou qui travaillent vraiment dans du bruit intense et qui peuvent être distraites et qui ont des conditions de travail qui font qu'il faut rester concentré à tout moment parce qu'on travaille avec des choses dangereuses. Et bien sûr, ça peut également contribuer au stress lié au travail et donc augmenter le risque d'erreur et d'accident. Ce bruit au travail, il va engendrer de la fatigue, il va parasiter et obliger à accroître sa concentration.
Il va aussi générer du stress, puisque ça demande un niveau d'exigence et comme je vous disais, de concentration plus important pour les travailleurs. Et puis, il va aussi pouvoir, ce bruit au travail, altérer directement certaines fonctions du corps. Bon, alors bien sûr, quand on parle de troubles de l'attention, troubles du sommeil, ça, on le comprend bien. Les troubles d'hypertension ou cardiovasculaires, ça arrive quand même après, je vous rassure. Si vous écoutez votre casque un peu trop fort pendant le télétravail, vous ne risquez pas tout de suite des problèmes d'hypertension, mais en tout cas, ça y contribue et c'est un facteur de risque reconnu. Donc, c'est un peu le concours de toutes ces choses-là qui peuvent à terme contribuer à une mauvaise santé. Les bons réflexes associés à ce bruit au travail, eh bien, ça va être en fait de se créer des pauses sonores dans son travail, dans la vie de tous les jours. En pratique, il faut essayer de s'isoler au maximum et surtout régulièrement dans des zones plus calmes. Donc, qui peuvent être sortir du bâtiment, sortir de la pièce où il y a plus de bruit. Il y a plein de façons de le faire, mais en général, c'est de s'éloigner de la source de bruit. Il faut diminuer l'exposition à des bruits extrêmes en portant des protections adaptées. Donc, Chloé vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Soit des bouchons d'oreilles, soit d'autres protections auditives. Donc, dans certains milieux, dans certains domaines de profession, les salariés, enfin les personnes vont avoir par exemple des bouchons moulés directement sur leur oreille qui vont permettre vraiment de les protéger au quotidien, des casques qui vont atténuer le bruit. Donc voilà, il existe plein de choses. Et puis, il faut aussi penser à aménager son poste de travail autant que possible, c'est-à-dire, par exemple, pour les personnes qui travaillent en open space, c'est utiliser des parois qui vont atténuer les sons, des cabines dans lesquelles on passe les coups de fil. Voilà, ça passe aussi par cet aménagement du lieu de travail pour qu'il soit le plus propice possible à cette réduction et cette réduction de bruit. La préservation de la santé auditive, elle prend aussi une place importante maintenant qu'on fait de plus en plus de télétravail et qu'on se réunit exactement dans ce cadre-là, sur des formats, par exemple, visio. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent avec des écouteurs, on est souvent pas mal sollicité au niveau de l'écoute. Et là, il ne faut pas hésiter à utiliser des casques à réduction de bruit. Si on est chez soi et qu'il y a du bruit ambiant, des travaux dans la rue, etc., il faut pas hésiter à s'isoler. Et puis, dans tous les cas, il faut privilégier, c'est préférable d'utiliser plutôt des casques à réduction de bruit que des écouteurs. Comme vous expliquiez, Chloé, tout à l'heure, c'est déjà un petit peu rentré dans le détail. Quand ça rentre en intra-auriculaire, ça donne le son directement sur l'oreille et ça peut être un peu plus dangereux. En tout cas, à manier avec plus de précautions. C'est également des petits conseils un peu plus des réflexes. Ne pas crier, ne pas parler trop fort en s'adressant à des personnes qui sont situées dans d'autres pièces de la maison. Donc, plutôt se déplacer à la place de crier. Et puis, toujours cette question primordiale du temps de pause. S'accorder ces moments sans casque, sans téléphone, sans stimulation de l'oreille et de l'audition. Donc, par exemple, là, on se voit pendant à peu près 1 heure. Eh bien, on conseille de faire une petite pause de 10 minutes quand c'est possible, parce que parfois on enchaîne les réunions. Mais sinon, sur 1 heure de sollicitation, on essaye de faire une pause de 10 minutes. Voilà pour cette partie bruit au travail. Chloé, je te laisse enchaîner sur la perte auditive. Oui, alors la perte auditive au travail. En fait, là, on vous a un petit peu expliqué toutes les différentes pertes auditives que vous pouvez rencontrer tout au long de votre vie, mais on ne veut pas vous faire peur. Si vous êtes concerné par une surdité ou une malentendance, évidemment que vous pouvez tout de même travailler, que vous pouvez être dans un environnement professionnel accueillant et qui répondra à l'ensemble de vos besoins. Et donc, pour ça, on va vous détailler un petit peu plus les différents types de surdité qu'il existe, les différents besoins et les différentes solutions qui peuvent nous être proposées au quotidien.
Alors, moi, je vais commencer par une petite question. À votre avis, quelle solution on peut trouver pour intégrer les personnes sourdes ou malentendantes dans l'entreprise? Un peu difficile celle-là. Donc, on va me poser la question. Les solutions. Hum, Bah, peut-être je sais pas si c'est un. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu parler. Donc, si, allez-y, j'ai Allô, entendu. on m'entend? Lindsay. Voilà, allez-y. Bonjour. On m'entend? Oui. Bonjour. Oui, oui, on vous entend très Oui. bien. En fait, j'ai pas entendu la question. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, je demandais quelle solution peut-on trouver pour mieux intégrer les personnes sourdes ou malentendantes dans l'entreprise? Et donc, quand je parle de solutions, ça peut être des solutions individuelles, des solutions collectives, des solutions technologiques. Après, moi, je vais vous parler un peu de tout ça. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'il existe? Après, je sais qu'il y a des adaptations, par exemple, pour retranscrire, pour les Tout à fait. personnes, voilà. Donc, ça peut être ça. Euh, Bah, avoir quelqu'un qui peut être retranscrit durant une Oui, réunion de travail, par exemple, pour que la personne puisse lire. tout à fait. Euh, Ça, c'est Après, une pas super d'autres. solution qui peut être mise en place par l'entreprise, en effet. Merci Olivia, déjà d'avoir proposé cet exemple. Moi, je vais venir d'abord vous parler des solutions techniques individuelles qui peuvent être proposées. D'accord. Et puis ensuite, après, je reviendrai sur les solutions qui peuvent être mises en place par l'entreprise et donc ce que vous venez de dire, Olivia. Alors, pour les solutions techniques individuelles, ça vient un petit peu compléter ce que disait Valentine tout à l'heure. En fait, en fonction de votre degré de surdité, de votre âge, des symptômes que vous allez ressentir, votre ORL il va venir poser un diagnostic et il va vous orienter vers un type de compensation plutôt qu'un autre. À ce jour, il n'y a pas de médicament, malheureusement, qui existe pour soigner la surdité, même si on continue de chercher. La surdité, ça ne se soigne pas, ça peut uniquement se compenser. Donc aujourd'hui, ce qu'il existe, c'est l'implant cochléaire, donc qui permet là de réhabiliter des surdités sévères à profondes. Il n'y a pas de limite d'âge pour en être équipé. C'est un acte chirurgical qui va permettre de placer dans votre cochlée, donc tout à l'intérieur de l'oreille, un système qui va stimuler électriquement le départ du nerf auditif et qui va vous redonner des sensations sonores. C'est un petit peu compliqué. Mais en gros, ça se présente avec une partie en interne, qui ne va donc pas être visible de l'œil extérieur, et puis une partie externe qui va faire le lien et capter les différents sons autour de nous. Et tout ça, ça va vous permettre d'entendre à nouveau. Donc ça, c'est un dispositif, je ne sais pas si on peut qualifier ça de lourd, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est conséquent. Et qui va permettre de réhabiliter vraiment des surdités sévères et profondes. Il existe aussi un dispositif qui s'appelle l'audioprothèse, donc un appareil auditif. Et donc là, il se présente aussi, lui, sous plusieurs formes, parce qu'il va être adapté à différents degrés de troubles de l'audition. Il y a le plus classiquement ce qu'on rencontre, les contours d'oreille, qui donc vont être là utilisés pour des besoins plutôt élevés en amplification. Il y a aussi des mini contours d'oreille, donc ceux-là vont être plus discrets, mais ils vont être plutôt préconisés pour des surdités légères à moyennes. Et puis, il y a aussi des intraoculaires, qui ceux-là sont quasi invisibles par l'œil extérieur. En effet, ils vont être placés à l'intérieur du conduit auditif, et donc ils vont permettre de réhabiliter là plutôt des surdités légères à moyennes. Et puis parfois, on ne vous proposera rien parce qu'il n'y a pas de type d'appareillage qui peut convenir à votre pathologie, parce que vous n'en avez pas envie, ou parce que encore ce n'est pas nécessaire et que votre trouble de l'audition peut être traité d'une autre façon. Donc ça, c'est pour les solutions techniques individuelles qu'on peut mettre en place. Il y a aussi des équipements qui peuvent être mis en place au sein de l'entreprise.
Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivia, il y a plein d'applications aujourd'hui et même de prestataires qui proposent ce sous-titrage des échanges et notamment en réunion. Donc là, on peut passer soit par de l'intelligence artificielle, mais qui va peut-être donner un résultat un peu plus approximatif, soit directement par un professionnel. Donc c'est une personne qui n'assistera pas à votre réunion, mais qui pourra l'entendre à distance et retranscrire en direct tout ce qui est dit. Comme ce qu'on peut voir dernièrement avec les différents discours de notre président, on voit qu'il y a un sous-titrage qui est fait en temps réel de tout ce qu'il dit. Donc ça, c'est effectué par des professionnels, qu'on appelle des vélotypistes. Voilà. Il peut y avoir aussi des dispositifs de boucle magnétique qui peuvent être mis en place au sein de différentes salles de réunion ou de comptoirs d'accueil et qui vont là permettre à la personne qui a un appareil auditif d'enclencher une position spécifique qui va lui permettre d'avoir tout ce qui est dit retranscrit directement dans son audioprothèse. C'est ce qu'on appelle la position T. Donc ça, c'est en lien avec la boucle magnétique. Aujourd'hui, il existe aussi des techniques qui passent par le Bluetooth. Donc, il y a une personne qui va être équipée d'un micro et qui va relier ce micro à l'audioprothèse de la personne qui va assister à la réunion par Bluetooth. Et donc ça, c'est pareil. Ça permet de retranscrire ce qui se dit directement dans la prothèse auditive. Et puis, il y a aussi des interventions humaines qui peuvent être possibles en faisant appel, par exemple, à des interprètes en langue des signes française, puisqu'il y a des personnes qui sont sourdes et qui ne peuvent pas entendre et qui n'oralisent pas. Et donc là, elles ont besoin de quelqu'un qui vienne leur signer les différents échanges. Et puis, il existe aussi des codeurs-codeuses. Et donc là, on est sur une technique qui va s'ajouter à la langue orale, c'est-à-dire que la personne sourde va lire sur les lèvres le message que lui communique son interlocuteur et elle va être aidée grâce à différentes clés de communication. Donc la personne, le code va pouvoir positionner sa main à côté de son visage et lui permettre de distinguer les différents synonymes labiaux. En effet, par exemple, on voit bien que lorsque l'on dit main, pain, bain, mes lèvres font exactement le même mouvement. Et en fait, avec un code qu'on va placer à côté de son visage, on va pouvoir distinguer justement ces synonymes labiaux. Donc ça fait partie des solutions de communication qui peuvent être utilisées par les personnes sourdes ou malentendantes. Il y a aussi la langue des signes française, dont je vous ai parlé. Je ne vous entends plus. Ton micro s'est désactivé, Chloé. Pardon. Voilà. Donc, je parlais des solutions de communication qui existaient. Donc, je vous ai présenté là la langue française parlée complétée. Il y a la langue des signes française, qui n'est pas la langue la plus utilisée par les personnes sourdes ou malentendantes, et qui est rattachée à toute une histoire, une culture qui a longtemps été interdite et rejetée par la société. Il en existe une différente pour chaque pays. Cette langue, elle est vraiment très, très liée à une culture, à une identité sourde. Et donc, cette langue gestuelle, elle ne se parle pas qu'avec les mains, mais aussi avec le visage et le corps. Et on pense en images, et l'alphabet sert à transcrire des mots qui n'ont pas de représentation gestuelle. Voilà, comme par exemple les prénoms, les noms propres, etc. C'est vraiment une langue à part entière qui nécessite un réel apprentissage. Et puis, les personnes sourdes ou malentendantes, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, elles vont beaucoup s'appuyer sur la lecture labiale, d'où l'importance d'avoir toujours le visage et la bouche bien dégagés lorsque l'on s'adresse à une personne sourde ou malentendante. On peut aussi passer par l'écrit, parfois ça peut être pratique, ou le dessin, et même lorsqu'on ne maîtrise pas la langue des signes française ou le code, essayer de passer par le mime. Ça peut parfois nous aider dans certaines situations. Et donc là, je vais vous parler de quelques bonnes pratiques de communication à adopter lorsque l'on s'adresse à des personnes sourdes ou malentendantes. Donc la toute première, c'est lors d'une réunion à distance, toujours mettre sa visio, parce que si vous ne permettez pas à la personne sourde de voir votre visage et de lire sur vos lèvres, elle va perdre une grande partie du message, de toujours montrer sa bouche, de ne pas mettre sa main devant, d'éviter les contre-jours, évidemment, de ne pas articuler de façon exagérée, parce que justement, ça va
troubler le mouvement de vos lèvres. Donc, du coup, la personne en face qui va prendre cette habitude de lire sur vos lèvres, elle va être complètement déstabilisée si vous en faites trop. Lorsque c'est possible, utilisez un masque inclusif. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ces masques. Ce sont des masques qui ont une fenêtre transparente et qui permettent justement de pouvoir lire sur les lèvres. Et puis en fin de réunion, ne pas hésiter à passer par l'écrit et à résumer les points importants, même si vous constatez que votre interlocuteur ne les comprend pas. C'est vraiment, je trouve, un bon réflexe à avoir en réunion et qui met tout le monde à la même échelle. Voilà. Et donc, Désolée. pas de problème. On met à votre disposition, la Fondation pour l'audition et nos partenaires, plusieurs outils qui pourront vous permettre, dans un premier temps, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, grâce à l'application Aura, de mesurer votre environnement sonore, mais également de tester votre audition. Donc, l'application Aura, elle est disponible sur l'ensemble des stores, elle est gratuite, elle est vraiment détachée de toute démarche commerciale, puisqu'elle a été créée par la Fondation pour l'audition. Une équipe de chercheurs a travaillé dessus, donc elle est reconnue scientifiquement. Elle est aussi utilisée dans sa version anglaise par l'OMS. Donc, c'est vraiment une garantie. Et puis, il y a un article scientifique qui vient d'être publié aussi sur cette application. Elle est très, très simple d'utilisation. Il vous suffit simplement de la télécharger et ensuite de la lancer. Cette application, elle va vous permettre d'obtenir un score sur 100, comme on en voit l'exemple qui est juste là, relié à un feu tricolore, donc voilà, pour que ce soit encore plus parlant. Feu vert, tout va bien. Feu orange, il y a quelques difficultés qui ont été repérées. Et feu rouge, vous avez sûrement une perte auditive. Donc, ce test, il dure 3 minutes. Vous allez entendre plusieurs séries de 3 chiffres dans un environnement bruyant. Vous allez devoir ensuite retaper sur votre smartphone ou votre tablette. Et ça va vraiment venir tester vos limites. Donc, quand vous passerez le test, ne vous découragez pas en plein milieu. Il y a forcément des moments donnés où vous n'allez rien entendre. Et dans ces cas-là, il faudra mettre des chiffres au hasard. Mais vu que ça va tester vos limites, il y a forcément des moments donnés où celles-ci seront atteintes et vous n'entendrez pas. Et donc ensuite, en fonction de ce résultat, il y a un petit message de prévention qui vous est diffusé et puis surtout la marche à suivre. Si jamais vous avez un résultat vert, continuez de faire bien attention à votre audition. N'hésitez pas à refaire le test dans 1 an. Si vous avez un résultat orange, n'hésitez pas à repasser le test dans des conditions vraiment optimales. Et si ce résultat se confirme, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin. Et puis, si vous avez un résultat rouge, là, il vous est conseillé de consulter prochainement. Et puis, voilà, de s'inscrire dans le parcours que vous détaillez, Valentine, tout à l'heure. Pour vous apporter d'autres clés de compréhension aussi sur ce que c'est que la surdité, on a réalisé un guide en lien avec un cabinet en sociologie qui permet de mieux connaître et comprendre les surdités, parce qu'en fait, il existe autant de surdités et de façons de vivre sa surdité que de personnes sourdes. Il n'y a vraiment pas de cas vraiment définis et de parcours tout tracés. Donc, on a vraiment voulu mettre en évidence tous ces différents parcours qu'il existe, tous ces différents vécus. Et donc, pour cela, on a réalisé ce guide qui s'appelle « Connaître et comprendre les surdités ». Et il y a son petit frère qui est sorti en début de semaine, et qui s'appelle « Connaître et comprendre les surdités en entreprise ». Bon, je ne crois pas que le titre soit exact, hein, mais vous pouvez également le retrouver sur notre site internet. Et donc là, on va plus loin. C'est un guide qui est à destination des entreprises, mais pas que, qui est vraiment à destination de tous les collaborateurs qui peuvent travailler avec des personnes sourdes ou malentendantes, et qui va exposer un peu les différents parcours que rencontrent les personnes sourdes ou malentendantes en entreprise, et puis qui va proposer aussi des solutions. Parce que c'est bien de comprendre, mais c'est aussi bien de pouvoir agir derrière. Et donc, à la fin, il y a un véritable catalogue de solutions qui est proposé, même si la première des solutions qu'on va vous proposer, c'est
de questionner tout simplement la personne concernée et de lui demander de quoi elle aurait besoin pour être encore plus à l'aise au sein de l'entreprise. Voilà. Et puis, si vous voulez même aller plus loin et vous mettre à la place d'une personne sourde ou malentendante, nous, on vous conseille vraiment ce petit serious game qui s'appelle Entendons-nous bien, qui a été réalisé par des personnes concernées. Et donc, à travers différentes vidéos, jeux de questions-réponses, ça nous permet de vraiment nous mettre à la place d'une personne qui rencontre des troubles de l'audition et de voir un petit peu les réponses les plus adaptées à lui donner. Et puis, un dernier outil qu'on vous propose pour bien faire passer le message en entreprise, c'est une campagne d'affichage qui est donc vraiment là pour mettre le doigt sur des idées reçues qu'on pourra avoir autour de la surdité. C'est une campagne qui va donner aussi des clés de compréhension et des conseils pour se comporter au mieux avec des personnes sourdes ou malentendantes, et puis vraiment briser un peu ce tabou qu'il pourrait y avoir autour de la surdité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir obtenir cette campagne d'affichage. Nous, on peut vous l'envoyer sous format numérique ou bien même sous format papier. Et donc, pour cela, il y a notre adresse mail qui est indiquée juste sur cette slide. Et puis, un grand merci pour votre attention. Voilà. C'était vraiment un plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui. Alors, en tout cas, merci aussi pour cette belle présentation. Et puis, ce focus aussi fait par rapport à vos propositions dans le monde de l'entreprise. Je pense qu'effectivement, hein, tout au long de l'année, quand on aura des manifestations, enfin déjà là, le replay, on l'enverra à notre liste de contacts. Hein, Super. Partenaires. Et très régulièrement, voilà, vous inviter pour sensibiliser au mieux sur tous ces dispositifs en plus gratuits qui existent et qui permettent justement d'être autant dans la prévention que dans le curatif. Donc, bravo à vous pour tout ça. Je ne sais pas si l'INSEE qui est resté avec nous aurait quelques questions à vous poser. Allô, on m'entend? Oui. Ok, rebonjour. Hein. Du coup, moi, je trouvais que la présentation était très claire, très intéressante. Sinon, après, en fait, je me demandais, du coup, pour les métiers, par exemple, en fait, au niveau de la restauration, qui sont en effet des milieux qui sont très, très bruyants. Par exemple, même lorsqu'on va au niveau du McDo, on entend les cuisiniers, les chefs qui lancent des commandes et tout, mais super fort. Donc, c'est vrai que je me demandais, dans ce cas-là, en fait, ça serait quoi, éventuellement, il y aurait quoi comme moyen de prévention, en fait? Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui reste bruyant, même quand on prépare le repas, etc., c'est très bruyant. Donc, après, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des moyens de prévention, en fait, justement, par rapport à ça? Alors, moi, j'en connais pas vraiment. Si ce n'est les conseils assez classiques qu'on vous a proposés tout à l'heure. Je pense que de toute façon, en effet, hein, de par les machines qui sont utilisées, c'est forcément bruyant. Le bruit des réfrigérateurs, le bruit des différents outils de cuisson, enfin, la plonge, on sait que c'est très, 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 très violent comme bruit. Ce que je peux vous recommander surtout, c'est à titre individuel, hein, de s'emparer des temps de pause que vous pouvez avoir pour vous mettre au calme, dans un environnement sonore qui est agréable et calme surtout. Et puis, au-delà de ça, je ne sais pas en fonction des différents postes qu'on peut occuper lorsque l'on travaille dans la restauration, mais je sais qu'en tout cas pour la plonge, on peut essayer de mettre en place un système de protection auditive, notamment avec des bouchons en mousse. Voilà, je sais que ce n'est pas possible pour tous les postes qu'on occupe dans la restauration, notamment lorsque l'on est au service ou lorsque l'on est dans la confection des plats, parce qu'on a besoin énormément d'échanger avec le reste de l'équipe. Mais au moins pour la plonge, je pense que ça peut être mis en place. Toi, tu vois d'autres choses, Valentine? J'allais dire peut-être, juste rappeler que dans le comment dire? Le droit du travail, enfin la réglementation, il y a vraiment, des lois sur, le niveau sonore maximal, maximum, directement,
Et en fonction de tous les milieux, c'est la même chose. Il y a des milieux où il y a encore plus de bruit, donc ça se renforce. Mais même au niveau de la restauration, les niveaux sonores dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 80 décibels pour une journée classique et le 120 décibels, il y a vraiment des temps de pause qui doivent être respectés en fonction de l'exposition à ces niveaux-là. Et puis, on voit de plus en plus dans certaines entreprises des sonomètres directement dans les lieux en fait, de travail. Donc, c'est obligatoire dans certains lieux pour des professions véritablement exposées. Mais dans le milieu de la restauration, c'est possible aussi de mettre en place une indication visuelle avec un sonomètre qui permet aussi de se rendre compte et puis après de prendre des mesures correctives, de changer peut-être la disposition, voilà, des choses comme ça. Mais c'est un outil quand même qui sert à soi-même à se rendre compte du volume et déjà baisser aussi son niveau d'interaction avec les gens en fait. Moins crier, dialoguer de façon différente. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, nous sommes un petit peu prises aussi par le temps, puisque en fait, il y a un autre webinaire qui va commencer. Donc, encore une fois, vraiment, merci de votre intervention. Et puis, on aura vraiment plaisir à vous recevoir de nouveau pour d'autres manifestations qui seront proposées par Prospectivac. Vous avez laissé des éléments dans le chat et puis nous, on transférera aussi tous les documents que vous nous avez communiqués. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question. Pardon. C'est vrai en fait que moi, à la base, je travaille dans le milieu aquatique. Est-ce qu'il y a des appareils auditifs résistants à l'eau? C'est-à-dire en fait qu'il y a une fois, en fait, comme du coup, j'étais à la mer, en fait. Donc, j'ai rencontré une dame qui est sourde. Moi, je ne connais pas le langage des signes. Donc, c'était un peu compliqué, en fait, déjà de se faire comprendre, de comprendre, en fait, ce qu'elle voulait exactement. Donc, elle voulait en effet des cours de natation. Après, donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bon, si je dois travailler avec elle, je pense que de toute façon, je devrais avoir comme un tableau, je pourrais écrire, comme ça, elle pourra lire, etc. Mais Oui. après, il y a, parce qu'à la base, hors de l'eau, en fait, elle avait un appareil, quand-même, elle avait un appareil. D'accord. Et, mais du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des appareils, du coup, où les personnes malentendantes ou sourdes peuvent, en fait, aller dans l'eau avec? Moi, à ma connaissance, non. Chloé? J'aurais dit pareil. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'innovation et de recherche dans le domaine de l'appareillage. Donc, ça va sûrement finir par exister un jour ou l'autre. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, et pareil pour l'implant cochléaire, je sais que c'est vraiment recommandé de l'enlever avant d'aller dans l'eau. Après, Et l'idée de l'ardoise, c'est une super idée, à mon avis, pour vos échanges avec cette personne lorsqu'elle sera dans l'eau. Du coup, c'est une bonne technique à utiliser. Et puis peut-être, pourquoi pas aussi passer par des signes. Je ne sais pas si elle parle en langue des signes française, cette personne, mais au moins, vous créez votre propre vocabulaire ensemble pour pouvoir l'aider au mieux dans son apprentissage. Ok, merci beaucoup. Merci. merci à vous. C'est bon, j'ai plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez notre adresse mail. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. On se fera un plaisir de vous répondre. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Alors, ce qui pourrait être aussi intéressant, et puis voilà, on va clore, c'est que par rapport aux entreprises ou aux salariés qui se connectent comme ça, peut-être nous faire un point avec ces structures et du coup peut-être proposer plutôt en interne pour les structures qui le souhaitent des interventions de votre part. Donc on pourra Tout à fait. toujours en rediscuter, Mhm. mais ça peut être aussi une alternative intéressante. Oui, tout à fait. Voilà. N'hésitez pas de votre côté. D'accord. En tout cas, merci encore. Merci à vous Merci. de nous avoir accueillis. Et puis, on vous Merci. laisse rejoindre le prochain webinaire. On a un petit peu C'est dépassé. ça. Bonne Oui, journée. pas grave.
bonnes interventions et puis à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à Au revoir. vous. Merci Au revoir. beaucoup.